Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Agathe Thévenin qui accompagne les parents d'enfants déficients visuels. Salut Agathe, Salut Xavier, comment vas-tu? très bien, merci. Et toi? Super. Ben, Tu veux super bien? bien, ouais, ça fait super plaisir de t'accueillir. On a eu une petite conversation la dernière fois sur ton histoire aussi un peu, et tu vas nous partager ça mais aujourd'hui. Euh, le but, on avait dit qu'on ferait ce podcast qui s'intitule Comment ma cécité m'a amené à vivre une vie d'entrepreneur épanouissante. Et donc tu vas nous partager ça aujourd'hui. Alors Agathe, est-ce que tu pourrais, euh, avant de nous dire un peu ce que tu fais, comment ça se passe aujourd'hui, ce que tu fais. Revenir un peu en arrière pour les auditeurs, voir peut-être dans ta jeunesse comment toi tu as vécu cette cécité et comment tu en es venu euh, avec toutes ces épreuves à devenir entrepreneur. Alors, pas de problème. Je suis juste de ne pas retourner trop loin. Alors moi, je suis née donc en 1995, à une époque où heureusement la cécité commençait à être quand même un peu plus banalisée dans notre société. C'est-à-dire qu'avant ça, 10 ans avant, on était encore enfermés dans des centres pour les aveugles. En fait, on n'avait pas tellement de vue extérieure sur le monde. On n'avait Mhm. pas forcément ce choix-là facilement. Moi, quand je suis née, que mes parents ont su que je suis déficiente visuelle, ils ont tout axé sur mon autonomie et ce qu'on appelait à l'époque l'intégration en milieu ordinaire. Mhm. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion, c'est-à-dire voilà, d'aller à la crèche, à l'école avec les autres enfants voyants, quoi. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai toujours été inclus dans ce monde-là et tout en ayant quand même un regard sur la déficience visuelle avec le centre qui m'accompagnait à apprendre ce qu'un déficient visuel a besoin d'apprendre. Se déplacer dans la rue, faire ses lacets, ce qu'on ne voit pas faire, hein, voilà, tout ce que vous faites et qu'en fait, nous, on ne voit pas, on l'apprend autrement. Puis l'apprentissage du braille, qui est un peu différent de votre apprentissage à vous, etc. Euh, et ben moi, j'ai continué à grandir un petit peu dans ce double milieu, si tu veux, entre déficience visuelle et voyant. Et j'étais une enfant, une ado plutôt épanouie, hein, avec une crise d'ado normale, à faire des bêtises, comme beaucoup d'ados. Et puis, je suis arrivée au moment de la fac où j'ai voulu faire une licence de musicologie puisque j'ai toujours été passionnée par la musique depuis petite, en fait. Depuis que mes parents ont su que je suis aveugle, ils ont mis la musique dans ma vie avec de l'éveil musical. Mon père s'est mis au piano, ma mère au chant. J'ai de suite accroché avec la musique et j'ai toujours adoré ça. Donc, licence de musicologie, c'était parfaitement adapté, en sachant que je sortais d'un lycée où j'ai fait musicaux, avec des heures et des heures de chorale à mon actif. Voilà. Et je suis allée en licence. Et en fait, c'est là que les choses se sont compliquées pour moi. Puisque quand tu as 18 ans, que tu as ton bac avec mention bien et que tu es aveugle, et ben, clairement, tu as réussi. Et du coup, on te dit, bah voilà, Agathe, nous, on t'a accompagnée en tant que centre pour les déficients visuels et maintenant, bah, tu vas devoir te débrouiller par toi-même. Donc, en gros, ciao, quoi. Et puis, ma mère aussi, qui avait fait son travail. Hein, pour moi, ça faisait 18 ans qu'elle se battait pour que je puisse avoir une vie la plus, entre guillemets, normale possible. M'a dit, bah, écoute, Agathe, maintenant, bah, tu te débrouilles. Et en fait, moi, j'ai découvert que j'étais handicapée. Parce que Mhm. si tu veux, j'ai toujours été protégée du coup par cette institution et par ma mère. Ça a été des remparts, des garde-fous, des gens qui, quand moi j'avais un problème, un prof qui me discriminait, j'allais les voir, hop, le prof il se faisait engueuler. Quand j'avais pas tout transcrit en braille, ils allaient voir le prof et hop, c'était réglé. Enfin, je n'avais pas à faire tout ça. Moi, j'avais quand même préoccupé de mes études, ce qui était déjà pas une mince affaire. Hein. Oui. Mais voilà, et de ma vie sociale, ce qui n'est pas non plus une mince affaire quand tu es ado. Mais pas de mon handicap. Et là, j'ai découvert ce que ça voulait dire être handicapé. Je n'avais pas encore les mots à l'époque et je me suis dit, waouh, mais en fait, tu es différente. Et comme tu es différente, et ben, tu as tout qui te vient dans la gueule. Donc, moi, j'étais clairement la victime à cette époque-là, tu vois. Mhm. J'étais la victime de mon prof d'harmonie qui me disait que j'aurais dû être en institution spécialisée. J'étais la victime
des profs qui ne voulaient pas transcrire, me donner les choses à transcrire. J'étais la victime un peu de tout le monde et j'étais du coup ma victime à moi puisque, oh là là, mon Dieu, je suis aveugle. Ça a Hmm. été très dur et ça a été une vraie descente aux enfers. Première année de musico passe, je ne sais pas comment je passe en deuxième année. Deuxième année passe, je ne sais pas trop comment je passe en troisième année. Et là, en troisième année, je commence à quand même prendre beaucoup de poids, à me sentir très mal dans ma peau, très mal dans ma tête, à avoir des phobies scolaires qui commencent à se développer à cause de tout ce milieu en fait parfaitement anxiogène. Et là, je me dis, c'est pas possible, il faut que tu fasses ta troisième année en 2 ans parce que tu es en train de t'écrouler. Donc, je fais quand même mon premier semestre de cette troisième année en entier et je finis face à un prof de solfège qui me dit, mais qui me fait un partiel, tu sais, et qui me prend toute seule à l'oral dans sa salle et qui me garde pendant 4 heures en partiel en me disant à quel point je suis nulle et à quel point je n'y arriverai jamais. Et il est là en face de moi et il me dit, mais vous êtes nulle, mademoiselle, vous êtes nulle. Comment on Et peut moi, dire? je suis là en face de ce prof et je fais les exercices qu'il me demande, je pleure et il insiste, il insiste, il insiste et je fais tout ça. Et donc, je suis la victime, Hmm. encore une fois. Hmm. Et voilà, et donc je suis là, ça commence, la vraie descente aux enfers commence avec Tu vivais l'évolution où avant à d'aller ce en moment? cours. De quoi? Tu vivais où à ce moment-là? Je vivais, moi j'ai pris mon appartement à 18 ans, donc je Ah vivais ouais. chez moi, à côté de la gare à Marengo, si tu vois, à côté de la D'accord, à médiathèque, Toulouse, ouais. Hmm. à Toulouse, et j'étais à la fac du Mirail. Hmm. Et là, donc, voilà, là, j'ai la vraie descente aux enfers qui commence avec, voilà, dès que j'allais en cours, je vomissais, dès que c'était vraiment compliqué. Et donc, je lâche la moitié des matières en me disant, ben, c'est pas grave, je les ferai l'année prochaine. Et comme je lâche toutes les matières difficiles avec les profs difficiles, et ben, j'ai 9,5 de moyenne à la fin du trimestre, du semestre. Hmm. Et moi, mon rêve, c'est de devenir prof de musique depuis que j'ai 12 ans. Et donc, j'arrive à la fac et je dis, bah voilà, je viens ici pour organiser pour mon redoublement, pour faire les matières qui me manquent, pour ensuite passer un master MEF l'année prochaine. Et là, il se passe deux choses simultanées. La première, c'est que les responsables du master pour devenir prof me font, bah, mademoiselle, avec la moyenne que vous avez en solfège, sachez que nous ne nous adapterons pas à vous, mais que ce sera vous de vous adapter à nous. Donc déjà, première baffe. Et Hmm. deuxième chose, ah mais Agathe, comme tu avais 9,5 de moyenne et que de toute façon, tu ne vas pas faire grand-chose de ta vie, et bah, du coup, on t'a donné ta licence. Et donc, avec 10 tout pile, de toute façon, tu ne rentres pas en master facilement. Hmm. Bah, donc, du coup, je ne peux pas redoubler. Et là, je suis mise bah, face à moi-même, en fait, face à un échec monumental, puisque ça faisait depuis mes 12 ans que je voulais faire ce métier-là. Et à cette époque-là, tu as 20 ans, 12 ans, 20 ans, et bah, c'est quasiment la moitié de ta vie, quoi. Hmm. Donc vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Donc, je m'enferme chez moi, hein, dans mon petit appart. Voilà, une belle dépression. On va passer les détails. Et puis un jour, je me rends compte que en fait, je ne me reconnais plus mentalement, que je me reconnais plus physiquement. Et surtout physiquement, parce que j'ai pris quand même énormément de poids. Et je me suis dit que ben, j'en avais marre en fait d'être la victime et que j'avais besoin de reprendre le pouvoir en fait sur ma vie. Donc, je suis allée voir une diététicienne et elle m'a mise au sport, elle m'a mise à une alimentation équilibrée. Et en 1 an et demi, j'ai perdu 23 kilos. Waouh. Et Ouais. là, en fait, en perdant ces 23 kilos, je me suis rendu compte que je n'étais pas qu'une victime de la vie, mais que Ouais. j'avais aussi une volonté extraordinaire. Ouais. Et Volonté, pouvoir personnel aussi. c'est ça, un pouvoir personnel, et ça m'a foutu une confiance en moi, mais inouïe. C'est-à-dire, jamais j'aurais cru. Bon, en parallèle de ça, je me suis mise avec mon compagnon, avec qui je suis toujours, et je me suis vue aussi dans ses yeux et ça m'a fait du bien en fait de me voir en miroir, de voir que ce que lui pensait de moi, je me suis dit mais pourquoi toi tu ne penserais pas ça de toi en fait. Hmm. Et les deux simultanés, ça m'a fait beaucoup de bien et ça a commencé à me faire reprendre un petit peu euh, confiance en moi et un peu le lead en fait sur ma vie, tu vois. Hmm. Et en fait, j'ai quand même voulu essayer de retourner en master en musicologie. Parce que je me suis dit quand même, tu vas pas abandonner comme ça. Tu sais, Agathe, elle abandonne pas, elle lâche pas le morceau facilement. Je têtue. Et donc, du coup, j'y retourne. J'y vais une journée. J'ai un prof qui me dit, mais qu'est-ce que vous foutez encore là? Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ça suffit, arrête de te faire du mal. Et du coup, j'ai pris une deuxième année sabbatique. Hmm. Donc, je prends une deuxième année sabbatique et là, je réfléchis, je me dis, bon, ok, maintenant que tu perds du poids, parce que j'étais encore en perte de poids à l'époque, maintenant que tu perds du poids, que tu sais que tu peux faire des choses de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, je me suis dit qu'en fait, moi, j'avais envie
que ce que j'ai vécu là, qui était quand même pour moi un véritable enfer, ne se produise pas pour d'autres personnes en situation de handicap. Je me suis dit, vous êtes peut-être on est peut-être des victimes en fait de la société, mais il y a des moyens pour qu'on ne soit pas victime de ça. Il y a des choses à faire. Et surtout, je ne suis pas obligée de rester une victime et de rester en année sabbatique avec mon cerveau qui est en train de se transformer en bouillie. Parce que clairement, hein, moi, quand je ne travaille pas, j'ai l'impression que je ne sais plus rien. Tu sais, que mon cerveau il se transforme Hmm. en bouillie. J'avais l'impression de ne plus savoir réfléchir. C'était horrible. Il fallait que je reprenne une activité. Hmm. Et donc, je me suis inscrite au concours pour devenir monitrice éducatrice. Donc, éducateur, en gros, c'est l'échelon en dessous d'éducateur spécialisé. Et en fait, j'ai eu tous les concours. Parce qu'avec mon expérience de vie, voilà, mon expérience de vie, ma déficience visuelle, quand j'ai raconté ce que je venais de vivre et ce que j'avais envie de faire, tout le monde m'a dit, vas-y, fonce. Cool. Donc, j'ai choisi mon école. Oh, privilège. J'ai choisi mon école d'éduc. Et j'ai passé mon diplôme les doigts dans le nez avec 18 de moyenne. Bon, une bonne phobie scolaire à gérer quand même derrière, parce que la fac a laissé des traces. Mais voilà, j'ai passé mon diplôme les doigts dans le nez. Et en passant mon diplôme, du coup, j'ai fait un stage dans un centre d'accueil médico-social précoce qui accueille des enfants de 0 à 6 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le handicap, si tu veux, il ne se prend pas que quand tu es adulte, mais il se prend quand tu es enfant. Et qu'en fait, tu as besoin en fait, d'accompagner le parent à accepter, enfin pas accepter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, mais à faire avec un handicap pour que l'enfant puisse se développer correctement. C'est-à-dire que le parent, c'est le pilier de l'enfant et que l'enfant, il va s'appuyer contre son parent et que si le parent a du mal à faire avec le handicap de l'enfant, l'enfant, il va avoir du mal à faire avec son handicap. Eh oui. Sauf que on accompagne énormément les enfants, mais très très peu les parents. Les enfants, ils ont plein de Hmm. prises en charge, hein, orthophonie, psychomote, kiné, éduc, mais le parent, en fait, il n'a pas grand-chose. Et là, je Donc me suis dit, à ce oui, moment-là, en fait, tu as vu qu'il y avait un manque dans l'accompagnement des parents. exactement. Et j'ai vu une grosse faille, en fait. J'ai vu une vraie faille. Et je me suis dit qu'en fait, cette faille, elle n'était pas juste. Et que moi, j'avais envie de prendre les choses à la base, de la base, que de toute manière, je ne pourrais pas rendre toutes les personnes en situation de handicap heureuses, mais que je pouvais essayer voilà, de changer la donne pour certains parents, Ouais. pour qu'eux-mêmes soient heureux avec le handicap de leur enfant. C'est-à-dire que ce soit pas le handicap qui les rende heureux, tu vois, mais que c'est pas parce qu'il y a un handicap qu'on est malheureux, quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, je me suis formée pour être accompagnante parentale et j'ai monté ma société. J'ai monté mon entreprise. Est-ce qu'il y a Un eu peu. un déclencheur? Parce que tu dis ça de façon simple et légère, mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui t'a poussé à faire ça? Oui, Euh, ouais. ouais. Il y a eu un déclencheur. Le déclencheur, il a été double en fait. Le déclencheur, il a été qu'en faisant mes études, j'ai réalisé qu'on était très peu de personnes en situation de handicap à travailler. Ah oui. Parce qu'en fait, les entreprises n'ont pas forcément envie de s'adapter. Moi, je l'ai vu, hein, quand j'ai cherché un stage, c'était l'horreur absolue. Mais enfin, mademoiselle, on ne va pas adapter un poste pour 12 semaines. Et pourquoi pas, tu vois? Mais non, Hmm. voilà. Donc, c'était absolument terrible. On est complètement discriminé, en fait, au niveau de l'emploi. Donc ça a été la première chose. J'ai voulu, si tu veux, je me suis dit, qui de mieux que toi-même pour t'embaucher, en fait. Voilà. Ça a été le premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, et ça n'appartient vraiment qu'à moi, et je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés, qu'il soit dit que j'ai un problème avec les institutions, pas du tout. Le deuxième élément déclencheur, ça a été que j'ai une amie qui s'est suicidée un 27 décembre, juste après m'avoir appelée. Je suis la dernière personne qu'elle a appelée. Elle était aveugle et elle s'est jetée du 9e étage. Ah Et elle venait d'une institution où moi j'étais. Et en fait, malheureusement, l'institution a fait ce qu'elle a pu, mais elle a subi des véritables maltraitances institutionnelles qui ont fait que, voilà, elle a fini parmi les anges. Et ça a été très dur pour moi de regarder ça d'un point de vue extérieur parce que je l'avais connue beaucoup plus jeune et c'était une jeune fille très belle, complètement rayonnante, avec un sourire. Moi, je me disais, si tu veux, c'était mon idole quand j'étais petite. Je me disais, waouh, je vais être comme elle, tu vois. ouais. Hmm.
Et de voir son cercueil, en fait, je me suis dit, waouh, enfin, il y a encore des progrès à faire pour les personnes qui sont seules avec leur handicap. Mm. Et j'ai pas eu envie, en fait, de travailler dans une institution, de travailler dans un système. Si tu veux, je remets pas en cause l'humain dans l'institution, je remets pas en cause les personnes qui se sont occupées de Mm. cette jeune fille, mais je remets en cause la politique, en fait, globale des institutions qui manquent de moyens, Le qui système. manquent de temps, qui Mm. manquent de personnel, et j'ai pas eu envie, en fait, de participer à ça. Mm. Si un jour je vais dans une institution, c'est que je monte une institution. Mm. Voilà. C'est que je monte une institution, que je reste professionnelle libérale ou alors que c'est une institution privée. Et je ne veux pas faire partie aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, d'une institution où il n'y a pas les moyens, en fait, Ouais. pour s'occuper des personnes. Moi, je vais m'occuper des personnes avec les moyens nécessaires. Et donc, du coup, moi, mes moyens, ils sont ce qu'ils sont, mais au moins, c'est les miens et c'est moi qui décide ce que je suis en capacité ou pas de faire avec les parents, avec les personnes que j'accompagne. Mm. Voilà, donc le manque de travail pour les déficients visuels, le fait de ne pas vouloir travailler aujourd'hui dans ce système. Et puis, troisièmement, oui, il y a ce point-là aussi, quand je me suis formée pour être accompagnante parentale, je me suis formée pour être accompagnante parentale avec une parentalité respectueuse de l'enfant, Ok. c'est-à-dire qui respecte les besoins de l'enfant, qui respecte les émotions de l'enfant, mais qui respecte aussi le parent, ses besoins, ses émotions. Et aujourd'hui, on n'est pas là-dedans forcément dans les institutions, on est beaucoup encore dans la psychanalyse, on est très loin des neurosciences, on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui et du coup très loin aussi de mon courant de pensée. Et en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur de voir les enfants comme des petits êtres humains en fait qui sont pas formés et qui ont besoin d'attention et pas comme des êtres humains qui ont des pulsions et qui mangent leurs parents de par leurs pulsions. Mm. Et du coup, voilà, c'était un courant de pensée aussi que j'avais envie, besoin de respecter dans mon travail et que du coup, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir respecter, de pouvoir transmettre aux parents pendant les accompagnements. Mm. Voilà un petit peu tout ce qui fait que je suis devenue entrepreneur. Ouais. Et comment tu as fait cette transition pour devenir entrepreneur? Tu l'as fait toute seule? Tu t'es fait accompagner? Moi, je sais, C'est j'ai des indices. J'ai des indices. voilà. Alors, d'abord, je me suis fait accompagner pour devenir accompagnante parentale. Ouais. Et dans le module d'accompagnante parentale, elle-même s'est faite accompagner par Cadmagne, en fait. Et dans son module, dans sa formation, j'avais déjà un module pour monter mon entreprise. Ouais. Donc, si tu veux, je savais que c'était ce que je voulais faire. Je savais que je voulais me mettre en micro-entrepreneur au départ, etc. Et puis, je ne sais pas, par hasard, en fait, en suivant des parents sur Internet, des parents, tu sais, famille épanouie, en fait, des parents influenceurs un petit peu. Ils n'aiment pas ce terme d'influenceur, mais je n'ai pas d'autre mot, Instagrammeur, si tu veux, youtubeurs, voilà, qui partagent et qui font des programmes pour les parents. Je suis tombée sur Cadmagne, donc qui est la personne aussi qui t'a formée, puisqu'on s'est rencontrés tous les deux en étant coachés. Hein. Mhm. Je suis tombée sur Cadmagne et en fait, ces publications, elles m'ont vachement donné d'espoir quand j'étais encore au milieu de mes études avec ma phobie scolaire. Si tu veux, je lisais ces publications et je me disais, tu vas t'en sortir et tu vas prendre un accompagnement avec cet homme, il va t'aider à monter ton entreprise parce que c'est lui qu'il te faut. Et j'en étais persuadée. Wow. Et du coup, effectivement, j'ai fini mon diplôme en juin et en septembre, j'ai appelé Cam et j'ai dit, voilà, Cam, maintenant c'est le moment, je veux monter mon entreprise avec toi. Mm. Voilà, donc j'ai été accompagnée et très très bien accompagnée par Cannes et toute son équipe pour démarrer en fait mon entreprise, pour faire, voilà, apprendre à communiquer, apprendre beaucoup sur moi aussi, sur mon être. Ça m'a fait énormément évoluer. Ça en est suivi beaucoup de choses, beaucoup d'autres accompagnements derrière, mais plus personnels en fait sur moi-même pour résoudre des... Parce que quand tu deviens entrepreneur, il y a des choses qui sont compliquées. En fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi, de ton énergie, beaucoup de croyances aussi à dépasser. Ouais. Et moi, je ne m'attendais pas à ça, si tu veux. Moi, pour moi, entrepreneur, il y avait le boulot, il y avait ma vie à moi. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie personnelle était liée à ma vie professionnelle. En fait, elles sont complètement... Enfin, quelque part, elles sont dépendantes l'une de l'autre parce que si je ne vais pas bien, forcément, je n'ai pas envie de bosser. Euh, Mm. Et du tu le coup, fais, mais tu n'as pas spécialement envie, quoi. que- quel, cha- euh,
quelle peur, quelle croyance tu as dû dépasser auquel tu t'attendais pas en fait? Alors, j'ai dû dépasser déjà beaucoup de croyances familiales. C'est-à-dire que moi, depuis toute petite, mes grands-parents, ils me disaient, tu sais, Agathe, tu seras aveugle, donc tu es aveugle, donc tu travailleras sûrement pas. Donc, nous, on te met des sous de côté, en fait. Et du coup, déjà, il y a eu cette croyance à dépasser que je n'étais pas en capacité, avec mon handicap, de gagner de l'argent. Hmm. Pour moi, c'était quelque chose, je disais, mais non, mais en fait, tu peux pas gagner d'argent, tu as toujours dit que tu n'y arriverais pas, donc pourquoi tu y arriverais? Donc, déjà, il y a cette croyance-là qui encore des fois est compliquée, hein, à dépasser. Il y a encore des jours où c'est difficile, mais on y travaille. Ça Enfin, revient. on est plusieurs en soi, hein, donc on y travaille. Il y a la croyance aussi qui me venait aussi de l'extérieur, euh, que je faisais quelque chose qui n'était tellement pas la norme qu'en fait, je n'avais pas à faire cette chose-là. Par des membres de ma famille, ça a été extrêmement difficile, et ça l'est toujours d'ailleurs, d'accepter ce que je suis en train de faire. D'accepter que je puisse avoir des connaissances pour aider d'autres personnes, pour aider d'autres parents, alors que moi-même, je ne suis pas parent. Que j'ai des connaissances émotionnelles pour aider des personnes, alors que je ne suis pas psy. Si tu veux, il y avait tout ce que je n'étais pas qui m'était renvoyé, et pas tout ce que je suis. Hmm. Et j'ai dû moi-même faire un vrai travail pour voir ce que je suis. Je suis déficiente visuelle, et j'ai de la chance d'être déficiente visuelle, parce que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je suis monitrice éducatrice, j'ai mon diplôme, j'ai des compétences. Je suis accompagnante parentale, j'ai des compétences aussi là-dedans, et puis j'ai mon expérience de vie, en fait, et j'ai dû me battre avec mes croyances pour me battre, enfin, les accepter et les dépasser, en fait, pour comprendre que je suis, et que juste, je suis pas que quelqu'un qui n'est pas, tu vois. Et ça a été compliqué. Puis après, il y avait mes croyances internes qui sont finalement assez basiques, mais qui sont là. Hein. Ça va être dur de travailler, enfin, ça va être dur de monter son entreprise, ça va être dur de filmer des vidéos parce que tu ne te vois pas, ça va être dur de faire ci, ça va être dur de faire ça. Hmm. Euh, Bah oui, c'est vrai que les choses, elles sont toujours pas simples, mais en fait, finalement, bah, elles sont faisables. C'est pas parce qu'elles sont pas simples qu'elles sont pas. Ouais, en plus, moi je t'ai vu pendant l'accompagnement qu'on avait fait ensemble aussi, et j'avais été vraiment enfin, ébahi de tout ce que tu faisais, des posts que tu rédigeais, de la façon dont voilà, tu répondais même dans le groupe dans lequel on était de façon vraiment fluide en fait à tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Donc, Mm. enfin, moi en tant que voyant et où je vais avoir des difficultés, des doutes, des peurs, des choses. Et toi, tu le vivais, mais pour moi, dans la projection que je faisais, je me disais que ça devait être euh, encore plus difficile pour toi, vu que tu as un sens qui est pas disponible. Et donc, toi, comment tu vis tout ça, en fait, d'utiliser ces réseaux sociaux, d'utiliser des technologies en fait, comment ça se passe? En fait, moi, j'adore ça, et je pense que je suis pas encore à mon plein potentiel d'utilisation de ces technologies. Mm. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens, disons-le, financiers, d'investir enfin, avec quelqu'un pour m'aider à monter des vidéos, etc. Ouais. Mais moi, je rêve d'aller beaucoup plus loin sur les réseaux sociaux. Je rêve de vloguer. Euh, J'adore les vlogs. En fait, si tu veux, moi-même, je suis une grande consommatrice de réseaux sociaux. Ouais. J'adore Instagram, j'adore lire les posts, j'adore regarder les vidéos de famille, des vlogs famille. C'est un truc, ça me passionne. Je Mm. regarde une famille qui vit au Mexique avec leurs 3 enfants. Ils ont créé leur ranch. Ils sont là, ils vivent. Tu les vois, ils font leur limonade le matin avec leurs citrons qui sortent directement de leur citronnier. Ils ont des poules. Mais ça me fascine. J'adore suivre leur vie. Mm. Euh, pas de manière malsaine, hein, tu vois, j'ai pas envie de rentrer dans leur vie, mais ce qu'ils nous partagent, je trouve ça Ouais. absolument extraordinaire. Et je me dis, mais voilà, moi aussi, j'ai des choses à partager pour les parents, pour leur montrer en fait que j'ai une vie complètement normale en étant Ouais. déficiente visuelle. Voilà, j'ai envie encore plus de me servir de ces réseaux. Aujourd'hui, je ne le fais pas parce que ben, clairement, je n'en ai pas les moyens, parce qu'il faut la monter quand même la vidéo, et ça, j'ai quand même mes limites en tant que déficiente visuelle, et ça, c'est une limite. Euh,
Mais moi, j'adore la technologie, j'adore les réseaux sociaux. Ça faisait déjà des années, sans le savoir, que je me formais en fait en regardant les Instagram des parents voilà, qui prennent justement cette parentalité, ce maternage proximal un petit peu, voilà, qui m'a fait venir dans les réseaux sociaux. Et moi, au contraire, si tu veux, j'ai pas besoin de voir la personne en face de moi pour lui répondre sur le réseau social, puisque je me dis, OK, elle t'a écrit ça, dans quelle énergie elle peut se sentir la personne, et toi, avec quelle énergie tu as envie de lui répondre. Et du coup, ben, quand je me connecte à moi-même, quand je me connecte à ce que ça me renvoie, en fait, ce commentaire de la personne, ben, je trouve ça, je trouve ça facile, en fait, d'y répondre, et même fascinant de pouvoir discuter avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, qui ont une autre vision du handicap que moi, qui ont plein de choses à m'apporter. Si tu veux, moi, je publie sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais je publie et j'apporte aux personnes peut-être un dixième de ce qu'elles m'apportent, elles. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois, quand je vois toutes les réponses des personnes, quand je vois les remerciements, même des personnes qui sont déficientes visuelles, mais adultes, qui me disent waouh, merci Agathe, grâce à toi, je suis en train de perdre la vue, je vois le handicap d'une autre façon, mais j'ai tout gagné. Mm. Ça, tu vois, j'y gagne en fait, j'y gagne tellement à être sur les réseaux sociaux que je vois pas cette difficulté-là, tu Ouais. vois. Et Après, ta question, elle est compliquée quelque part parce que tu me dis oui, tu fais avec un sens en moins et moi je le vois comme difficile, mais moi j'ai toujours eu ce sens en moins et du coup, bah, pour moi, il développe des sens en plus Oui, c'est finalement. ça. En fait, c'est juste ce que je disais, c'est pour ça que je disais, je fais une projection. Ouais, Projection que tu as ce sens en moins et qui pour moi a l'air essentiel. Et du coup, ça arrive sur la transition euh, tu parles de ces sens en plus aussi. Donc, est-ce que tu peux parler de toi, ce que tu arrives à ressentir, ce que tu arrives à percevoir à travers des discussions peut-être avec Jean-Noël. Qu'est-ce que tu perçois en plus en fait ou de différent? alors Jean-Noël, c'est mon amoureux, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, en fait, moi, si tu veux, je remarque en tout cas que quand je discute avec une personne, il est facile aux personnes de se confier, en fait, de se confier à moi. Il est facile pour les parents, il est facile pour des amis de venir s'asseoir en face de moi et de me déballer des choses qu'ils ont sur leur cœur, mais qui ont du mal à dire à plein de gens, voire même certains me disent, mais même à mon psy, je n'arrive pas à parler de ça. Et avec moi, les personnes arrivent à se poser en face de moi et à me raconter leur vie, mais d'une manière assez troublante parfois, voilà, des choses qui sont leur jardin secret. Et en fait, moi, j'ai toujours, comme, si tu veux, comme énergétiquement, une connexion un petit peu avec la personne qui s'établit. Et j'arrive à trouver, en général, hein, le point faible, enfin faible, j'aime pas ce mot, mais le point dérangeant, si tu veux, le point qui fait mal, tu sais, un peu comme un nœud dans le dos quand tu masses, c'est aïe, t'appuies sur le nœud, tu vois, Ouais. le point qui fait mal, quoi. Et arriver à mettre le doigt dessus et à dire à la personne, mais en fait, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle si je te dis ça? Et boum, d'un seul coup, il y a des choses qui se débloquent et j'arrive à faire repartir la personne avec quelque chose de positif alors qu'elle est venue avec quelque chose d'ultra négatif. Mm. Ça, déjà, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup et je pense que c'est dû à mon écoute. J'ai une très, très grande écoute de l'autre, beaucoup moins de moi, justement, mais énormément de l'autre. Et depuis toute petite, j'ai une très grande écoute et, et j'arrive à me mettre en réponse, en fait, face à la personne. Mais j'ai besoin voilà, j'ai besoin d'avoir de la matière. Par contre, tu vois, je ne vais pas juste me mettre en face de la personne et dire, oh là là, dis donc, t'es comme ci, t'es comme ça. Mm. Euh, Ça, je pense que c'est quelque chose qui est dû, en partie du moins, à ma déficience visuelle et au sens que j'ai pu développer. Moi, je parle beaucoup d'énergie dans ma vie parce qu'il y a des choses que je ressens dans mon corps, que je ressens sous mes pieds beaucoup. Je ressens beaucoup de choses sous mes pieds, je ressens beaucoup de choses quand je prends des grandes respirations voilà, qui sont autour de moi. Je ne sais pas trop comment expliquer parce que pour moi, c'est normal en fait. Oui. Mais voilà, quand ça m'arrive, les gens me disent waouh, c'est incroyable que tu aies ressenti ça. Je ne sais pas, par exemple, les regards des personnes. Euh, bah, c'est avant-hier encore, j'ai été hyper surprise par le regard d'un bébé. J'avais le bébé d'une copine à moi dans mes bras et elle m'a regardée, tu sais, d'une manière genre. Euh,
un regard très franc, tu sais. Et elle a le même regard que sa maman, en fait. Et je lui dis, waouh, Pauline, ta fille, elle a le même regard que toi. C'est incroyable. Et encore, elle me dit, mais comment tu l'as vu? Et en fait, c'est des choses que je ressens énergétiquement, tu vois. J'ai ressenti que là, cet enfant, il m'observait. Il était en train de m'observer, en train de la porter, de lui faire des gazouilles. Et du coup, je lui ai parlé, je dis, Ouais. ah, ça va, Rose, tu te sens bien, enfin, tu vois. Et Mais tu le sens j'ai, à travers quel sens? mais je sais pas, justement, c'est pas un sens, c'est pas l'odorat, c'est pas l'ouïe, c'est pas le toucher, c'est un vrai ressenti, c'est dans le corps, en fait, tu vois. Ouais, Je c'est un sais. ressenti interne? Ouais, c'est un ressenti interne, mais qui est dû à quelque chose d'externe. Oui, oui, C'est comme, bah, on en discutait tous les deux, donc oui. on parlait des couleurs. Ouais, Voilà, je ne sais plus pourquoi, où est-ce que ça nous est venu, mais on parlait des couleurs. Et c'est vrai que moi, je fais en général attention aux couleurs que je mets. Bon, aujourd'hui, c'est un mauvais exemple, je suis en noir, mais j'ai plus trop de vêtements propres, alors voilà. Euh, mais je fais toujours attention aux couleurs que je mets parce que, en fonction des couleurs que je mets, eh ben, les regards des personnes sont différents et du coup, je ressens une énergie différente autour de moi. Si je m'habille en rouge, les regards des gens sont beaucoup plus ouverts, les réactions des gens sont beaucoup d'accord. plus ouvertes. Quand je m'habille en noir, c'est très différent, c'est de suite très professionnel. Bonjour madame, tu vois, je vous Ok. serre la main, voilà, vous êtes habillé en noir avec un petit col. Tu vois, ça change tout en fait. Ouais. Les personnes sont très différentes et c'est des choses que je ressens vraiment dans tout mon être en fait et pour lesquelles je me pose même pas la question finalement. Et même tu disais que tu ressentais quand tu portes des couleurs l'énergie de la couleur. Oui, ben en fait du coup c'est la couleur qui renvoie une énergie si tu veux à la personne qui moi m'est renvoyée. En fait, Ok. c'est vraiment difficile à expliquer, Ok. c'est un peu barré, hein, Parce que mais du c'est pas si barré que ça parce que ce qu'on avait discuté la dernière fois, c'est une amie qui est coach en image et elle m'avait fait une séance de colorimétrie où elle avait mis sur moi différents draps de couleurs et elle me disait je ressens dans mon elle ressentait en fait vraiment par rapport aux couleurs si ça me mettait en valeur ou pas ouais. par rapport à ma carnation donc la couleur de ma peau. Et donc, elle ressent dans son corps ça. Et donc, toi, d'après la discussion qu'on avait eue, tu ressens aussi des choses par rapport aux couleurs, notamment quand tu as voyagé au Maroc, Ouais. euh, tu m'as partagé quelque chose que j'ai relevé à un moment. Tu m'as dit, tu me parlais de voir les couleurs, toutes ces couleurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton voyage au Maroc? Ouais, bien sûr. Ben, je suis allée au Maroc, je suis rentrée lundi dernier, pas celui-là, mais celui d'avant. Et c'est vrai que j'ai vécu une expérience assez incroyable dans un pays où il n'y a pas il y a pas de handicap. Tu sais, ici, on dit que tu es en situation de handicap parce que tu es en situation de handicap par rapport à la société. En Oui. fait, tu vois, par rapport à la société ne m'est pas adaptée. Il y a certains feux que je ne vais pas pouvoir traverser, certains, voilà, les impôts sont pas accessibles, je peux pas faire ma déclaration moi, enfin voilà, des choses quoi qui sont pas. Et là-bas, en fait, t'es pas en situation de handicap. Là-bas, tu es un être humain au milieu d'autres êtres humains qui a certes une différence, mais une différence qui est vécue comme ok quoi. Si tu veux, t'es différente, et ben c'est pas grave, justement, viens et je vais te montrer les choses différemment comme t'es différente. Prends-moi la main, je t'emmène avec moi et moi je te montre mon pays et en plus c'est avec plaisir, tu vois. Mm. Je fais les choses pour toi, je fais les choses pour moi aussi, mais je fais pas les choses euh, pour, euh, pour bien faire en fait. Tu vois, c'est vraiment ça l'esprit du Maroc que j'ai énormément apprécié et j'ai vécu un voyage mais inouï et effectivement c'est totalement un autre monde ici. J'ai envie de te dire, pour moi, tout est gris. Euh, Tu vois, quand tu rentres, tout te paraît gris, tout te paraît terne. Là-bas, effectivement, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de... Tous les sens hein, sont à l'éveil, et les sens de ton corps subtil et de ton corps physique. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai pu voir qu'il y avait toutes ces couleurs parce que tout est différent, en fait. L'énergie est différente. Tu vois, les gens, ils se baladent, ils te disent bonjour. Ils sont complètement différents énergétiquement, tu vois, ils renvoient quelque chose de positif. C'est pas juste des personnes qui passent à côté de toi, tu remarques pas, tu remarques presque chaque personne à côté de qui tu passes. Et, euh, et c'est incroyable.
Et du coup, je pense que cette couleur aussi fait, enfin, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir vraiment au Maroc, c'est toute cette couleur autour de nous, toute cette abondance en fait de couleurs, cette abondance d'odeurs, cette abondance de matière, cette abondance d'humains. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit que, en fait, c'était un peu ça ma pensée, que les couleurs, bah, ça apportait vraiment quelque chose à la vie, ça apporte vraiment quelque chose à l'énergie et ça apporte une abondance extraordinaire à l'être humain. Et je me suis dit, mais waouh, colorions-nous, quoi. Enfin, Ouais, génial. Ouais, ouais. Donc tu vois, même une coach, enfin, parler à des coachs en image qui ressentent aussi, c'est, je dirais, peut-être la clairsentience, je sais pas. En tout cas, sentir subtilement, en fait, des choses qui se passent enfin, au niveau du ressenti. C'est au-delà, je pense que c'est au-delà du ressenti, du toucher physique, en fait. C'est mm, quelque chose, c'est une perception. Donc, peut-être échange aussi avec ces genres de personnes qui te feront comprendre que c'est voilà, peut-être ben, un sens naturel que d'autres personnes ont et voilà quoi. Donc, c'est possible. Après, tu vois, c'est vraiment les énergies autour de moi ou les énergies sur moi. Par exemple, je sais pas moi, mon téléphone, il est rouge. Bon, je sais qu'il est rouge, donc je vais rien inventer, mais je vais pas ressentir forcément sa couleur rouge. Tu vois, c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que c'est vraiment une histoire d'énergie, de choses qui sont autour de moi ou de choses qui hmm, me parlent via le regard des gens. Mais tu vois, je suis pas de ces aveugles qui vont toucher un meuble et qui vont, parce qu'il y en a, hein, et qui vont te dire, ah ouais, ce meuble, il est marron clair et ça ira ok, super bien avec mon parquet ouais, qui est de telle couleur, tu vois. C'est pour ça que je dis que je pense que tu as raison, il faudrait que je discute avec des coachs en image, mais c'est pour ah, ça que je dis que c'est un peu particulier parce que j'ai pas tellement conscience de la couleur qu'il y a autour de moi, mais j'ai conscience de ouais, l'énergie qu'elle peut me ouais. rapporter, quoi. Et en musique, du coup, est-ce que tu ressens aussi d'une façon peut-être particulière que la plupart de la population, les notes, l'énergie des notes? Alors moi, je suis pas synesthète. Euh, je ne le suis pas. Synesthète, donc c'est associer par exemple un son enfin, associer un sens à l'autre, donc ça peut être un son ou couleur. Bon, déjà, on parle de couleur tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure, mais sachez que moi, je ne vois aucune couleur. Donc pour moi, c'est vraiment une énergie, mais il y a ça aussi, c'est que pour moi, je suis châtain, mais ça ne veut rien dire. Oui, tu as Euh, jamais vu les couleurs d'ailleurs. voilà, je n'ai jamais vu aucune couleur. Je ne Hmm, sais pas ce que c'est qu'une couleur. Pour moi, c'est abstrait. hmm, C'est pour ça aussi que pour moi, c'est un peu abstrait ce que je te raconte au niveau des énergies. Enfin, c'est très vrai, je le ressens, mais c'est difficile de l'exprimer parce que oui, je ne peux pas l'associer à une couleur, vu que je ne sais pas ce que c'est. Enfin, du coup, voilà, pour moi, la couleur est énergie, finalement. Mais la couleur, en tant que couleur, n'existe pas. Donc, je hmm, n'ai pas ce sens-là. Moi, la musique, elle est vivante dans mon corps. Effectivement, elle est très vivante. Ça va être moi surtout les couleurs des. Quoique je te parle encore de couleurs, mais les couleurs des accords, mais les différentes sonorités en fait des accords. J'aime beaucoup la musique ancienne. C'est un diapason, tu sais, elle est en La 415, c'est pas les mêmes fréquences. ok, C'est un diapason qui m'apporte beaucoup. Euh, et, euh, et j'aime en fait ces enchaînements d'accords qui m'apportent vraiment quelque chose. Et puis moi, la musique, elle me permet aussi de me connecter au divin, au sacré, appelle-le comme tu veux, mais ouais, voilà, moi, c'est la musique, c'est ma façon de prier. En fait, si je veux prier, je me mets, je sais pas, le canon de Pachelbel et je prie. Et je fais hmm, même pas exprès de prier. Enfin, tu vois, voilà, ça me connecte. J'ai mon chakra du cœur je sens, si tu veux, que ça se connecte à quelque chose. C'est comme ça que j'ai hmm, découvert que je suis croyante. D'ailleurs, c'est grâce à la musique et à l'accompagnement avec Cannes. Un jour, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose là-haut. Enfin, hmm, tu le fuis depuis que tu es petite parce que autour de toi, personne n'y croit, mais en fait, toi, tu y crois dur comme fer et c'est tout. C'est là, c'est comme ça. hmm, hmm, Donc, arrête de faire semblant de ne pas croire et plutôt hmm, euh, profites-en, quoi. D'y croire, hmm, profite de cet univers, de cette source infinie. Voilà, moi, la musique, elle m'apporte plus ça, plus une connexion au sacré, une connexion au divin. Ben, je chante, je fais du chant lyrique et c'est ça qui m'apporte aussi le chant. Et j'en avais pas conscience. Pour moi, je disais souvent que le chant, c'était un plaisir différent, mais tout aussi bon qu'un orgasme. Et c'est toujours vrai. Et en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce que ça me connecte au divin, ça me connecte au sacré et que ça fait du bien d'être connecté à la source. hmm. Et
j'ose quelque chose, je te l'ai pas demandé, mais là tu m'en parles. Est-ce que tu peux juste, ben, je sais pas, faire un petit bout de chant lyrique ou c'est trop demandé au dernier moment là? Dans la je vais Je le pas. couperai si tu veux. Non, si tu m'avais demandé, je me serais échauffée ou quoi. Là, ça va Ah être ok, trop. ok, ça marche. Ben, on Il refera fait. C'est pas grave. prochainement une vidéo Ouais, et on parlera peut-être de la créativité, peut-être de la musique. ouais, j'ai beaucoup de mal. Autant, tu vois, ça me pose aucun problème de m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais t'es pas obligé de couper ça, il n'y a aucun problème. J'assume de dire non. C'est aussi se respecter soi. Et je suis très contente que ce soit respecté, qu'il n'y ait pas de ah, allez, ah, regarde. Ah C'est ouais, vraiment non. un truc qui On- qui m'agace prodigieusement. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à chanter comme ça, seule devant les personnes. Ok. Autant, tu vois, parler de ma déficience visuelle, parler de beaucoup de choses, ça ne me pose pas de soucis. Autant chanter comme ça, j'ai vraiment besoin de me préparer, d'être mis dans le mood ou alors d'être en concert. Si je suis en concert, ça ne va pas me poser de problème. Mais c'est vrai que, par exemple, mon compagnon, il a dû attendre le baptême de ma petite sœur pour m'entendre vraiment chanter. Oui. Ma petite sœur est née en 2016. Elle a été baptisée en 2017. On est mis ensemble en 2015. Donc, tu vois, il a attendu 2 ans avant de m'entendre vraiment chanter. Ouais. Mais je te comprends parce que moi aussi, j'ai créé des chansons avec mon prof de musique et tout ça. Et de chanter déjà devant mon prof de guitare, ça a été vraiment difficile, hein. Et devant mes parents aussi, tu vois, c'est vraiment personnel en fait, parce que Ouais, c'est vraiment, tu viens exprimer une partie de toi. J'ai l'impression de la façon dont je chante, qui est vraiment à cœur ouvert en fait, et c'est vraiment personnel, je trouve. c'est très personnel. C'est très personnel. Et en fait, au-delà du personnel, je pense que pour mon cas aussi, il y a le fait que j'aurais aimé faire une vraie carrière de chant. J'ai chanté dans des maîtrises, dans des maîtrises. Maîtrises, c'est des chorales qui sont rattachées à des cathédrales, des choses comme ça. Mhm. J'ai chanté dans beaucoup de chorales. Et en fait, aujourd'hui, avec ma dépression et le fait que je n'ai pas eu cet accès à la musique comme je l'aurais eu, j'ai complètement arrêté le chant, alors que j'étais à un niveau quand même très élevé. Et d'avoir perdu ce niveau, j'arrive pas, si tu veux, à chanter devant les autres en n'ayant plus ce que je ressentais avant quand je chantais, en n'ayant plus cette force-là intérieure qui était en moi. Si tu veux, c'est comme si elle avait été mangée un petit peu par quelque chose. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à la retrouver. Et j'ai beau me dire, bah, vas-y, chante tous les jours, toute seule, chante. Et ben, ça ne tient pas, en fait. J'ai pas... Et j'aimerais avoir ce déclic et me remettre à chanter et reprendre des chorales où je me sens bien. Mais tu vois, là, j'avais repris une chorale sur Béziers, je l'ai abandonnée parce que je n'y arrive pas. Hmm. Je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui a été coupé. Il y a un lien qui a été coupé entre moi et le chant et que je n'arrive pas à restaurer. Je ne trouve pas le moyen, je ne trouve pas la porte d'entrée. Hmm. Et D'accord. pourtant, ça me manque, hein. Ça me manque beaucoup, mais j'en suis la première triste et la première démunie, si tu veux. Je ne trouve pas. Voilà, je ne trouve pas Hmm. la porte d'entrée. Ok. Et pour revenir à l'entrepreneuriat, euh, je reviens un peu dans le cadre Yes, de la il vidéo. faut. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux personnes qui soit hésitent à entreprendre parce qu'elles ont peut-être une envie, ou des personnes qui ont des difficultés peut-être à faire des actions de communication et tout ça, en fonction de l'expérience que toi tu as vécue? Hop, attends, je Ah, tourner ma la tête. vidéo, ouais. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, toi, la personne là, qui m'écoute derrière ton écran, de t'entourer, vraiment de t'entourer. Parce que moi, c'est vrai que toute seule, j'aurais jamais lancé toutes ces actions, j'aurais jamais peut-être publié comme ça sur les réseaux sociaux. Et d'être entourée, d'être challengée par des personnes qui connaissent le milieu entrepreneurial, qui font déjà ça, en fait, bah, pour moi, ça a été la clé. Parce que tu peux avoir envie de grandes choses, tu peux avoir de grandes idées, être entouré de personnes qui ont cette expérience-là, et ben, pour moi, c'est primordial. C'est Hmm. absolument primordial. Ensuite, j'ai envie de te dire,
que c'est normal que tu aies des peurs, que c'est normal que tu aies des freins, que c'est normal que tu aies des croyances et que le but, c'est pas de se dire allez, vas-y, je dépasse toutes mes peurs et je saute en parachute. Tu peux le faire hein, si tu as envie. Mais pour moi, en tout cas, de mon expérience propre, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai attrapé peur par peur, croyance par croyance. Il y en a certaines que j'ignorais qui se sont rajoutées. Il y en a certaines que je n'ignorais pas, mais sur lesquelles je n'avais pas envie de travailler. Où finalement, il a bien fallu que je travaille dessus. Certaines où j'ai voulu travailler dès le premier jour d'accompagnement, de coaching. Tu vas avoir des peurs, tu vas avoir des croyances et tu vas être challengé. Mais prends les choses une par une et avance pas après pas. On ne te demande pas d'avoir un résultat parfait tout de suite. Juste, bah, fais en fait. Fais et puis tu verras ce qui se passe. Tu verras ce qui se passe et crois en toi parce que personne ne croira autant en toi que toi. et, et ça, moi, je l'ai appris à mes dépens. Hein. Quand plus personne, enfin, quand toute ma famille ne croyait pas en moi, ou presque toute ma famille, ce sera juste de dire toute ma famille, mais quand presque toute ma famille ne croyait pas en moi, et notamment les personnes dont je suis les plus proches, et ben, c'est mon compagnon qui m'a dit est-ce que tu crois en toi, toi? Je lui ai dit là tout de suite non. Il m'a dit bah, si tu ne crois pas en toi, c'est certain que tu vas échouer. Par contre, si toi-même tu crois en toi, mais tu t'en fous de la vie des autres, parce que Mm. la vie des autres, c'est la vie des autres. Mm. Ouah, superbe. La punchline. Ouais, c'est très très vrai. Et, euh, et toi, du coup, quelle est ta vision pour le futur, en fait, pour ce que tu es en train de développer? Est-ce que tu veux bien nous partager peut-être ta vision à 5 ans de ce que tu veux faire, de ce que tu veux apporter dans ce monde de l'accompagnement parental? Alors moi, j'aimerais, dans 5 ans, j'aimerais avoir fait plein de choses. J'aimerais avoir écrit un livre euh, sur ma vision en fait de la déficience visuelle. Ouais. Je suis en train de monter mon site. J'aimerais bien qu'il devienne quelque chose de beau, de bien, Mm. avec un podcast en parallèle où les parents ils puissent venir s'informer. Euh, voilà, j'aimerais qu'on parle en fait de cette déficience visuelle comme quelque chose de, de OK, en fait, de pas grave, euh, et avec laquelle on peut faire au quotidien. Moi, j'aimerais avoir mon propre cabinet, en fait, accueillir des parents, être formée à plein d'autres choses, au massage bien-être pour que les parents ils puissent repartir de mon cabinet en étant bien mentalement, physiquement. Ouais. J'aimerais être formée plus pour accompagner plus le parent vers l'autonomie de l'enfant. J'aimerais être formée en énergétique aussi avec Chiara Mata. Mm. J'aimerais vraiment faire sa formation aussi pour apprendre à encore plus être connectée à la personne. En fait, j'ai envie d'être proche des parents d'enfants déficients visuels et leur apporter ce dont ils ont besoin à un instant T. J'aimerais développer des ressources sur lesquelles ils puissent s'appuyer. J'aimerais être mère de famille aussi. Mm. Voilà, j'aimerais être épanouie dans mon travail et avoir ma propre maison, Inch'Allah. Mm. Ouais. C'est déjà pas mal, non? Ouais, génial. Génial. T'as beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition, enfin d'ambition en tout cas, tes ambitions. Hein. Et ça, euh, tu me faisais voyager déjà. Je voyais toutes ces images de tout ce que tu veux mettre en place euh, et voilà, ça, je suis sûr, va donner du baume au cœur à des personnes qui veulent se lancer et tout ça et de voir que tu as vraiment ben, toutes ces envies de créer, de changer les choses. Donc, c'est cool. Bah, on est dans un monde où je pense que l'humain est de plus en plus important avec tout ce qu'on vit là sur notre planète et se connecter à soi, ça permet aussi de se connecter aux autres. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire chaque jour et de plus en plus chaque jour. Et j'espère vraiment apporter quelque chose. Voilà, le jour où je serai plus là, j'aimerais qu'on se dise que j'ai pu apporter quelque chose d'un point de vue humain. Hmm. Voilà, c'est vraiment la contribution que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui et plus particulièrement aux déficients visuels qui ne sont pas obligés de tous rester, enfin, ce n'est pas le cas de tous, hein, mais à 50% de rester assis sur leur canapé sans travail parce que la société n'est pas adaptée. La société n'est pas adaptée, mais on peut modeler aussi un bout de la société pour nous, c'est possible. Ouais.
Je vais te poser quelques dernières questions, Agathe, pour terminer ce podcast. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petite, quand tu étais enfant? Cendrillon, Ok. C'est quoi qui te plaisait la dans... voix de la princesse. J'adorais Mhm. l'entendre chanter. Ok. Et puis le rapport qu'elle avait avec les chiens, les chats, les souris. Et j'adorais les souris dans Cendrillon. Et puis j'avais une belle-mère, pas du tout comme cette marâtre-là. Hein. Moi, elle est très gentille à côté de ma belle-mère. Et même, elle est très gentille tout court. Ouais. Mais comme c'était un contexte familial un peu compliqué, je pense que ça me faisait du bien de voir ça, peut-être. Hmm. Même si j'adore ma belle-mère aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Hmm. Et si tu pouvais concocter une boisson magique pour aider un parent dans l'épanouissement de son enfant en déficient visuel, qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient dans cette boisson magique? Trois ingrédients que tu mettrais. Euh, je mettrais de la sérénité. Mhm. Je mettrais de l'écoute et de l'empathie. Hmm. Et un peu de chocolat quand même. Et un peu de chocolat. Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Euh, de quoi je suis la plus fière? Aujourd'hui, là, à cet instant T, Mhm. je suis super fière d'une reconnexion à mon corps là, que j'ai entamé grâce au Maroc Ouais, et que j'ai continué grâce à un accompagnement aussi. Et je suis super fière de sentir mon corps et mon esprit reliés l'un à l'autre. C'est la première fois que ça m'arrive et ça me fait un bien fou. trop bien. Si Voilà, tu... à cet instant T, c'est ça. Ouais. Si tu pouvais parler à Agathe d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui passerais comme message? Imagine qu'elle écoute là. Il y a 10 ans, donc j'ai 26 ans, j'avais 16 ans, j'étais en première. Euh, je lui dirais, ma vieille, tu vas franchement en chier, mais t'inquiète pas, je, tu seras toujours là pour toi et tu pourras toujours compter sur toi. Et il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même quand c'est noir, il y a toujours des belles choses. Et surtout, ben, lâche rien. Hmm. Et imagine que ton fils, ta fille, tes enfants regardent cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur passer comme message? Ben, je leur dirais que je leur dis que si tu regardes cette vidéo des années après, sache que bah, je t'ai toujours voulu, je t'ai toujours attendu avec beaucoup d'amour et que bah, aujourd'hui, je m'occupe de toi du mieux possible et que j'espère être une vraie maman pour toi et j'espère que tu es heureux aujourd'hui dans ta vie. Voilà. Et j'espère t'apporter tout le respect, l'amour, l'empathie dont tu as besoin. Hmm. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Une punchline, une citation. Euh, voyons. Je sais pas, elle est difficile ta question. Bah, je dirais que les difficultés, non, non, pas les difficultés, mais ce qui paraît difficile pour les autres n'est pas forcément une difficulté pour toi. Hmm. Tu vois, ça a toujours été, que je sois aveugle ou entrepreneuse, on m'a toujours dit, waouh, mais c'est très difficile d'être entrepreneur. Bah oui, c'est vrai quelque part, mais ça m'apporte tellement de bien-être à côté que du Ouais. coup, non. Et ça doit être difficile d'être aveugle. Bah, peut-être, oui, des fois, mais ça m'apporte tellement de bonheur à côté que non. Et tu vois, Ouais. même réponse. Hmm. Et c'est l'image, en fait, ça donne un aveugle, waouh, c'est difficile. Un entrepreneur, c'est difficile.
Et c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais par rapport à ce que ça apporte à côté, bah, c'est rien, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et où peut-on te retrouver, Agathe? Alors, tu peux me retrouver sur Facebook, Ouais, Agathe Thévenin-Vialet. Je pense que ce ouais. sera écrit quelque part. Ouais, je mettrai tous les liens en dessous. Voilà, tu peux me retrouver sur Instagram, @kidjessuis, mais je vais changer de nom, donc clique plutôt sur le lien de Xavier, parce que ce nom ne me correspond plus trop. Hmm. Donc, je suis en train de le changer. Euh, Le podcast? ouais, c'est le nom du podcast, mais du coup, je vais changer mon nom d'Instagram aussi. Ah, Parce d'accord. que, parce que Kid Je suis, je l'avais créé parce qu'au départ, j'accompagnais les parents d'enfants en situation de handicap, mais global. Je n'étais pas que sur la déficience visuelle. D'accord. Et du coup, ça avait du sens, mais maintenant, j'ai envie de quelque chose qui se rapproche plus de la déficience visuelle, en fait. Oui. Voilà, du coup, c'est pour ça que je vais changer de nom. Donc, suis le lien Ah, pour Instagram. Et après, eh ben, c'est déjà pas mal. Tu peux me retrouver, tu peux m'écrire à l'adresse mail qui ne changera pas. Par contre, je la garderai celle-là. Kid, je suis tout collé. Donc, KIDJESUIS @gmail.com. ok, Voilà. super. Et le podcast, on peut le Il est, partager aussi? eh ben, il est pas créé encore. Ah, il n'est Il pas est, créé parce que tu m'en avais non, parlé. j'ai mes premières interviews qui sont faites, mais j'ai rien encore de sorti. Je suis en train justement de paramétrer ce que je suis en train de faire là tout à l'heure, le encore là, ce que Oui. tu m'as fait. Ah, ben si Voilà. tu as besoin, tu me diras. Ouais, je te dirais, ouais. Hmm. Ok. Donc, c'est pas créé, mais dès que c'est créé, j'envoie le lien et Xavier le collera. Ok, super. Et ouais, est-ce que tu as des actualités du moment que tu souhaiterais partager? Ben, je cherche un graphiste, bon, j'en ai pas mal, pour mon site. Donc, j'ai Ouais, mon site qui est en création et qui devrait sortir d'ici. J'aimerais bien qu'il, dans un mois, ce soit sorti quand même parce que ça commence à être long. ouais. Attends, j'ai plus de batterie. Ah, Voilà. Donc, j'ai mon site qui est en train d'être créé. J'ai mon podcast qui va bientôt sortir. J'ai des places pour mes accompagnements pour les parents qui en auraient besoin. J'ai encore 2 places là pour ce mois-ci. ouais. Donc, si tu es intéressé, bah, je t'invite à venir me contacter sur Facebook en message privé si tu es parent d'un enfant déficient visuel et que le fait, bah, sa situation de handicap justement te pèse, voilà, ou que tu as des difficultés dans ta parentalité, je serais ravie d'en discuter avec toi. Voilà, j'ai 2 places ce mois-ci et sinon, quoi d'autre comme actualité, et ben, c'est déjà pas mal. Un Ah, site, un podcast, des ok. places. Voilà. Super. Bah. Un dernier mot que tu souhaiterais passer? Bah, merci de m'avoir écouté jusque-là, parce qu'on a été bavard. Et bah, crois en toi, c'est la clé pour moi. Hmm, grand, ouais, totalement. Donc merci beaucoup, Agathe. Avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas ben, soit à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Et si vous nous écoutez sur le podcast, n'hésitez pas à venir ben, partager ce que vous avez pensé de la vidéo sur Instagram. Donc je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. À bientôt.